Et si les 90 derniers dollars que vous possédiez achetaient plus qu'un toit, un berger allemand se tient au bord d'une clairière gelée, le nez au vent guidant un ancien marine fauché vers une cabane en ruine que personne ne voulait. Il aboie une fois, plonge sous le porche et en sort une boîte rouillée qui transformera une vie sans issue en un nouveau départ. Ce n'est pas de la chance. C'est une promesse tenue, une bague qu'il ne pouvait pas laisser en gage, et un héritage caché à la vue de tous. Ce qui se passera ensuite pourrait restaurer votre foi dans les miracles silencieux et les secondes chances. Avant de commencer, d'où regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires ci-dessous. Et si vous croyez qu'aucun être humain ou animal ne devrait être laissé au froid, abonnez-vous maintenant. L'hiver était descendu sévèrement sur Spokane, Washington, peignant les rues de couches de givre et recouvrant les toits d'une croûte tenace de neige. L'air sentait légèrement la fumée de bois et l'échappement, vif de la morsure de décembre. Jack Rohr marchait à travers cela comme un homme portant des poids invisibles, chaque souffle se condensant devant lui, ses bottes crissant sur des plaques de glace alors qu'il retournait dans la petite chambre louée qu'il pouvait à peine se permettre. Jack avait 40 ans, autrefois un marine des États-Unis, avec un corps endurci par la discipline, mais épuisé par la vie. Sa stature était grande et large d'épaules, bien que plus maigre maintenant qu'à l'époque de son service. Son visage était bruni par les intempéries et marqué de rides trop profondes pour son âge. Une contenance robuste rendue plus douce par des yeux noisettes qui avaient vu trop de chagrin. Une légère cicatrice courait le long de sa mâchoire, un rappel du combat, bien que ce soit son expression fatiguée plutôt que de vieilles blessures qui parlaient le plus clairement des batailles qui faisaient encore rage à l'intérieur. Ses cheveux noirs, coupés courts dans le style militaire, étaient devenus indisciplinés depuis sa démobilisation, quelques mèches saupoudrées de gris aux tempes. La vie de Jack semblait autrefois tracée sur une voie stable, un mariage avec Sarah, une femme d'une force tranquille et d'une grâce saisissante. Sarah Rohr était grande et élancée, avec des cheveux auburn qu'elle portait en une longue tresse dans le dos et des yeux verts qui semblaient sourire même lorsque ses lèvres ne le faisaient pas. Elle était le genre de personne qui faisait que les voisins se sentaient vus, qui riait facilement, qui remplissait le silence de chaleur. Mais Sarah avait été emportée 18 mois plus tôt par un cruel coup du sort. Un cancer qui avait drainé la couleur de ses joues et l'espoir de leur avenir partagé. Jack s'était assis à ses côtés pendant chaque traitement, regardant la femme qui avait été son encre dépérir. Et quand elle fut partie, quelque chose de vital en lui se fana aussi. Maintenant, sa seule compagne était Ranger, un berger allemand de 5 ans qui avait été autrefois entraîné pour des épreuves d'obéissance, mais qui était devenu l'ombre fidèle de Jack. Ranger était un animal saisissant, au pelage sable, avec une selle plus foncée le long de son dos, musclé mais élancé, les yeux de la couleur de l'ambre poli. Ses oreilles étaient hautes, toujours alertes. Pourtant, son expression s'adoucissait chaque fois qu'il regardait Jack. Le chien avait été un cadeau de Sarah à l'époque où Jack servait encore, un rappel que même lorsqu'il était déployé à l'étranger, quelqu'un de loyal l'attendait à la maison. Après la mort de Sarah, Ranger avait assumé le rôle silencieux de gardien, pas seulement des maigres possessions de Jack, mais de Jack lui-même, restant proche lorsque le chagrin menaçait de le détruire. Ranger avait quelques cicatrices légères le long de son flanc dues à des jeux un peu rudes dans ses jeunes années, et sa démarche avait un rythme confiant. Mais il y avait quelque chose de presque humain dans la façon dont il se nichait aux pieds de Jack, les nuits où la solitude pesait le plus. Ce soir-là, les rues de la ville scintillaient des lumières de Noël accrochées aux vitrines des magasins. Mais Jack ne remarqua rien. Son esprit était concentré sur le portefeuille mince dans sa poche lorsqu'il s'assit sur le sommier qui craquait dans son studio. Il l'ouvrit avec la cérémonie sombre d'un soldat vérifiant ses munitions. À l'intérieur se trouvaient 2 billets de 20, un billet de 10 et une paire de billets de $15, le reste de ses économies. Le loyer était en retard. Le propriétaire avait déjà glissé un mot d'avertissement sous sa porte. Sa vieille Honda, une vétérante de 15 ans, avec plus de rouille que de peinture, s'était arrêtée 2 fois cette semaine. Il savait que la pompe à carburant était en train de lâcher. Mais les réparations coûtaient de l'argent qu'il n'avait pas. La vérité pesait lourd. Lui et Ranger étaient à quelques jours d'être sans toit. Sur la table de nuit gisait un petit écrin de velours au bord usé, ses charnières grinçant doucement à l'ouverture.
À l'intérieur se trouvait la bague de mariage de Sarah, une simple alliance en or qui captait la lumière de la lampe avec un éclat obstiné. Jack la portait partout depuis son décès, incapable de s'en séparer, bien qu'il sût qu'elle pourrait rapporter quelques centaines dans un prêteur sur gage. Cette bague était plus que du métal. C'était chaque rire qu'elle lui avait donné, chaque café du matin qu'ils avaient partagé, chaque promesse murmurée quand le monde semblait encore surmontable. La vendre aurait été comme effacer le dernier lien avec l'homme qu'il avait été. Il ferma l'écrin et le reposa sur la table, sa main s'attardant comme pour y puiser de la force. Ranger s'agita sur le tapis à ses pieds, roulant son corps en un croissant protecteur. Les yeux ambrés du chien se levèrent pour rencontrer ceux de son maître, calme et vigilant, comme s'il rassurait silencieusement Jack qu'ils traverseraient cette tempête ensemble. Jack se pencha, caressant la fourrure épaisse entre les oreilles du berger, ressentant la chaleur d'une loyauté vivante qu'aucun huissier ne pouvait atteindre. Pourtant, même ce réconfort fut interrompu lorsque des voix défilèrent du couloir extérieur, des pas lourds résonnant contre les murs fins. Un voisin passa, s'arrêtant juste assez longtemps pour jeter un coup d'œil par la porte entr'ouverte de Jack. C'était une femme que Jack ne connaissait pas bien, la trentaine, portant des courses dans un bras, son manteau saupoudré de neige. Elle lui offrit un signe de tête poli, mais ses yeux clignotèrent avec quelque chose d'autre, de la pitié, peut-être, avant qu'elle ne se hâte. Jack se raidit. Il détestait la pitié plus que la faim. Cela lui rappelait la distance entre ce qu'il avait été, un marin capable de diriger des hommes, et ce qu'il était maintenant, réduit à survivre grâce à des petits boulots dans un garage. Les minutes s'étirèrent en honneur pendant que Jack était assis à la petite table de sa chambre, fixant l'écrin de la bague, le portefeuille vide, le pâle reflet de lui-même dans la fenêtre. Le radiateur sifflait occasionnellement, réchauffant à peine l'air, tandis que la respiration de Ranger remplissait le silence. Jack pensa aux dernières paroles de Sarah, à la façon dont elle lui avait serré la main et lui avait dit de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Il pensa à la façon dont Ranger avait pressé son corps contre son lit d'hôpital, refusant de la quitter jusqu'à la fin. Cette loyauté de tous deux empêchait Jack de sombrer complètement. Mais ce soir, elle semblait une défense fragile contre le désespoir. Puis, presque absurdement, le salut voletta dans son monde sur un lambeau de papier. Alors que Jack sortait pour prendre l'air, Ranger trottinant à ses côtés sur le trottoir glacial. Une rafale de vent arracha une feuille du tableau d'affichage près de l'escalier. Elle dérapa sur le sol jusqu'à ce qu'elle se coince contre la patte de Ranger. Jack se pencha pour la ramasser, brossant la neige sur les bords, et lut les lettres en gras. Propriété saisie par la taxe foncière à vendre. Ses yeux parcoururent dans la liste. La plupart des propriétés exigeaient des milliers en impôts arriérés, des sommes qui se moquaient de ces 90 $. Mais près du bas, en petits caractères, se trouvait une annonce pour une cabane rurale, 2 acres, structure en grave état de délabrement. Impôt arriéré du 90 $, enchère minimum 90 $. Jack fixa le numéro jusqu'à ce que son souffle voile le papier. 90 $, exactement ce qu'il lui restait. Il regarda Ranger, qui remua la queue une fois comme pour dire « C'est notre chance ». Pendant un instant, Jack sentit une vague de quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé depuis des mois. L'espoir, petit mais insistant, comme le clignotement d'une allumette dans l'obscurité. La lumière du matin à Spokane était faible, filtrée par des nuages d'hiver grisâtres qui pendaient bas comme des rideaux lourds. La neige de la nuit précédente craquait sur les trottoirs et scintillait faiblement sous les lampes qui ne s'étaient pas encore éteintes. Jack Rohr quitta sa chambre louée, le col de sa veste relevé contre la morsure du vent, serrant une feuille de papier pliée qui portait les mots vente aux enchères de taxes foncières. Son souffle s'enroulait en blanc dans l'air alors qu'il marchait vers le palais de justice, chaque pas répercutant la conscience que c'était le dernier coup de dé. Ranger, son berger allemand, était assis à l'arrière de la Honda cabossée. Le chien pressait son museau contre la vitre, embuant le verre, les oreilles alertes, regardant Jack chaque fois qu'il jetait un coup d'œil en arrière. Ranger était agité ce matin-là, se promenant entre les sièges, comme s'il sentait que ce qui était sur le point de se passer déciderait de leur avenir à tous les deux. Le palais de justice du comté de Spokane se dressait comme un ancien sentinelle sur une élévation au-dessus de la rue. Ses murs de briques assombris par des années d'orage d'hiver,
de hautes fenêtres cintrées capturant une lumière pâle. Alors que Jack approchait, il vit un flux constant de personnes entrant dans le hall latéral où se tenait la vente aux enchères. Elles ne lui ressemblaient en rien. C'étaient des hommes en manteaux repassés portant des mallettes, des femmes en costume sur mesure avec des escarpins qui cliquaient avec assurance sur le trottoir glacial. Leur conversation portait un rythme facile d'expérience. Ils parlaient de transactions immobilières, de marchés de revente et de marge. Jack ralentit, momentanément intimidé, ses mains calleuses se resserrant sur le morceau de papier dans sa poche. Il portait une vieille veste de l'armée, des bottes éraflées et un jean qui avait vu des jours meilleurs. Il ressemblait à ce qu'il était, quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. À l'intérieur du hall du palais de justice, la chaleur jaillissait de vieux radiateurs, donnant à l'air une légère odeur métallique. La pièce elle-même était composée de simples rangées de chaises pliantes, disposées devant une estrade où se tiendrait l'enchérisseur. Jack prit place près du fond, sa carte de numéro 63 serrée fermement dans ses mains. Les gens autour de lui le remarquaient à peine. À sa gauche, un homme aux cheveux gris soigneusement coiffés et aux lunettes fines murmurait à son partenaire tout en vérifiant des numéros sur une tablette élégante. L'homme avait l'air vif et net de quelqu'un habitué au contrôle, avec un manteau cher et des chaussures cirées assorties. À la droite de Jack était assise une femme d'âge moyen aux boucles blondes, rentrée sous un béret, ses lèvres peintes en cramoisi, un carnet posé sur son genou. Elle fredonnait doucement en feuilletant des listes, prenant des notes rapides en sténographie qui témoignaient d'une longue pratique. La poitrine de Jack se serra. Il savait qu'il n'avait pas sa place. Les 90 $ dans sa poche semblaient absurdes comparés aux sommes que ces gens jetaient négligemment dans la conversation. Pourtant, il resta. Il devait. Pendant ce temps, à l'extérieur dans le parking du palais de justice, Ranger restait dans la Honda, assis droit sur le siège en vinyle craqué. Les yeux dorés du chien suivaient chaque personne qui passait devant la voiture, ses oreilles pivotant au son d'une portière qui claquait ou de bottes qui craquaient sur la neige. Il gémit doucement une fois, puis posa sa tête sur le volant comme pour offrir une prière silencieuse. L'enchérisseur apparut bientôt, un homme dans la soixantaine, à la constitution dégingandée et à la voix rocailleuse. Son nom, murmuré par d'autres, était Carl Hendris. Il avait une manière étudiée, ses cheveux clairsemés peignaient soigneusement en arrière, son costume usé mais respectable, sa cravate légèrement de travers d'une manière qui suggérait de longues matinées. Les yeux de Carl scrutaient la foule avec la précision froide d'un homme qui avait supervisé des centaines de tels événements. Derrière lui, un greffier arrangeait une pile de papier sur un lutrin, ses ongles pointus claquant contre le bois pendant qu'elle s'organisait. « Mesdames et messieurs, commença Carl, sa voix portant avec une force surprenante. Nous allons commencer par les propriétés commerciales, puis résidentielles, puis les lots ruraux. Toutes les enchères doivent être payées en espèces ou par chèque certifié. Aujourd'hui, les numéros sont prêts. Un par un, les propriétés furent appelées, les numéros égrenés, les mains levées en succession aisée. Jack resta immobile, son pouls vibrant. Chaque vente le rapprochait de la liste qu'il avait étudiée encore et encore la nuit précédente. Cabane rurale, 2 acres, 90 $ d'impôts arriérés. Il se souvint de la voix de Sarah dans le silence de leur ancien appartement, de la façon dont elle lui avait dit un jour de ne jamais perdre espoir. « Ne lâche pas, Jack. Je crois que toi et Ranger trouverez un foyer. » Les mots semblaient murmurer à son oreille maintenant, renforçant sa prise sur la carte. Finalement, la voix de Carl résonna. Lot numéro 47, cabane rurale, 2 acres. Structure en grave état de délabrement. Impôt arriéré dû, 90 $. Enchère minimum 90 $. Entendez-vous 90 $? La gorge de Jack était sèche, mais il força sa main à se lever. Bidder 63, énonça Carl sans pause. Entendez-vous 95 $? Pendant quelques secondes, il y eut un silence et Jack pensa stupidement que cela pourrait s'arrêter là. Puis une voix du milieu de la rangée parla. 100 $. L'estomac de Jack tomba. Il tourna la tête pour voir le soumissionnaire, un homme en chemise de flanelle propre rentré dans un jean neuf, des bottes en cuir solide qui n'avaient aucune des éraflures que les siennes portaient. Son visage était large et fraîchement rasé. Son expression était décontractée, presque ennuyée, comme s'il enchérissait simplement pour passer le temps.
L'homme ajusta sa casquette de baseball et se renversa sur sa chaise sans même regarder Jack. La pièce sembla se presser sur lui. La main de Jack bougea instinctivement vers sa poche, se refermant sur l'écrin de velours caché là. La bague de mariage de Sarah était son seul garant. Et à ce moment-là, il l'envisagea. La mettre en ailleurs, revenir. Trouver un moyen de pousser plus haut. La pensée lui entailla comme un couteau. Vendre la bague signifiait couper le dernier lien avec Sarah. Mais partir maintenant signifiait abandonner la seule chance d'un avenir. Carl regarda autour de la pièce. J'ai 100 $. Entendez-vous 105 $? Le pouls de Jack martelait dans ses oreilles. Il voulait crier, lever à nouveau sa carte, mais il n'avait plus rien. Sa mâchoire se serra, sa main serra la boîte si fort qu'il pensa qu'elle allait se casser. Il se prépara à la défaite. Puis l'homme en flanelle haussa les épaules et posa sa carte d'enchère sur le siège à côté de lui. « Je suis dehors », dit-il simplement. Le silence tomba. Les yeux de Carl balayèrent la pièce. 90 $ du soumissionnaire 63. Une fois, deux fois. Son baratin tomba comme un coup de feu. Vendu au soumissionnaire 63 pour 90 $. Le son résonna dans le hall. La poitrine de Jack relâcha le souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. Un murmure d'applaudissements polis parcourut la pièce, bref et désintéressé. Mais pour Jack, c'était de tonnerre. Dans le parking, Ranger dressa les oreilles, son corps se tendant comme s'il avait senti le changement. Lorsque Jack sortit enfin dans le froid avec le reçu serré dans la main, la queue de Ranger commença à battre contre le siège, régulière et insistante. Jack glissa sur le siège du conducteur, fixant le papier qui confirmait ce qui venait de se passer. Ses derniers 90 $ avaient disparu. Mais pour la première fois depuis la mort de Sarah, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir scintilla de nouveau. Il se pencha et posa brièvement son front contre celui de Ranger. « On l'a fait, garçon. On a notre chez nous. » Le ciel au-dessus de Spokane cet après-midi-là était peint de nuances de gris sourd et de traînées d'ambre alors que le soleil commençait son lent déclin. Un vent agité murmurait dans la vallée, transportant avec lui l'odeur des feuilles humides et la légère amertume du pain. Jack Rohr serrait le volant de sa Honda usée à deux mains, guidant la voiture hors de la route pavée et sur un étroit chemin de terre qui serpentait plus profondément dans les abords. Les pneus raclaient sur les pierres et les racines. La suspension gémissant en protestation. Ranger, le berger allemand de 5 ans, au pelage sable et aux yeux dorés intelligents, se pencha entre les sièges, les oreilles dressées et le corps vibrant d'anticipation. Pour le chien, ce n'était pas juste une autre promenade. Il sentait quelque chose de différent dans le silence tendu de Jack, quelque chose de plus que de l'anxiété. C'était l'étincelle fragile de la possibilité. La route se rétrécit en un tunnel de maples et de bouleaux, leurs feuilles d'un rouge flamboyant et d'or à la fin de l'automne, secouées par des bourrasques soudaines et voltigeant comme des étincelles sur le capot de la voiture. Jack ralentit lorsque la route plongea dans une ornière, le soubassement raclant alors qu'il grimaçait. Il pensa aux 90 $ qu'il n'avait plus, au dernier pari qu'il avait risqué au palais de justice et à l'absurdité qu'il possédait maintenant des terres. Terre. Le mot lui-même semblait étranger à un homme qui avait passé les 3 dernières années à passer d'un motel à des chambres temporaires. Ses jointures blanchirent sur le volant, sa mâchoire se contracta avec la détermination d'un marine qui avait connu des routes plus dures et des zones de combat loin de chez lui. Enfin, les arbres s'ouvrirent sur une petite clairière, et là, elle se dressait, la cabane. Jack freina brusquement, et pendant un long moment, il resta assis dans la voiture, fixant. La structure ressemblait à un fantôme d'elle-même, recroquevillée sous des années de négligence. Son toit s'affaissait au milieu, plusieurs bardeaux manquaient, cédés à la pluie et au vent. Le porche était de travers. Une poutre de support était cassée si gravement que la ligne du toit plongeait à un angle maladroit. Des vignes et du lierre rampant étouffaient les murs comme des chaînes vertes, s'accrochant si densément que seules des portions des vieux rondins de bois s'étaient visibles. Un volet pendait par une seule charnière, battant faiblement dans le vent. Ranger émit un aboiement sec, tirant Jack de sa transe. Il ouvrit la porte et le chien sauta immédiatement, atterrissant avec la grâce d'un soldat entraîné à l'équilibre et à l'agilité. Ranger bondit à travers la clairière, le nez au sol, la queue haute,
reniflant chaque souche et chaque racine d'arbre comme s'il effectuait un contrôle de sécurité. Sa poitrine profonde se dilatait à chaque aboiement, le son roulant sur les bois vides. Jack le regarda faire le tour du périmètre, les oreilles dressées et les yeux vifs, et pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose de presque oublié. De la fierté. Si la cabane devait être la sienne, alors Ranger avait déjà réclamé le terrain comme leur forteresse. Jack posa le pied sur la terre spongieuse, ses bottes s'enfonçant dans les feuilles mouillées. L'air sentait la mousse et la pourriture du bois, mais en dessous subsistait la douceur fraîche du cèdre et de l'érable. Il marcha lentement vers la cabane, passant ses doigts sur l'écorce rugueuse d'un chêne voisin, se recentrant. Il pensa à Sarah, sa femme, grande et élancée avec des cheveux auburn qui brillaient au soleil, un sourire doux qui le calmait même après les déploiements à l'étranger. Elle était le genre de femme dont la chaleur attirait les autres. Bien que la maladie l'ait affaiblie et lui ait enlevé il y a 18 mois, Jack porta instinctivement la main à l'écrin de velours dans sa poche, sentant le contour de sa bague à l'intérieur. La cabane semblait plus grande à mesure qu'il s'en approchait. De près, l'échelle était plus claire, bien que délabrée. Le mur de rondins semblait toujours épais, coupé de vieux pins qui avaient résisté aux pires insultes du temple. Une cheminée en pierre, fissurée mais droite, se dressait contre le mur arrière. Jack toucha l'un des rondins, sentant la texture rugueuse sous ses doigts, et imagina les mains qu'il avait poussées là des décennies auparavant. Il se demandait qui ils avaient été, quelle vie avait été vécue entre ces murs. Quel rire ou quel chagrin avait jadis rempli les pièces désormais silencieuses? Ranger le rejoignit, sa langue pendante, sa respiration se condensant dans l'air frais. Le chien poussa la main de Jack avec insistance, comme pour lui rappeler qu'il n'était pas là pour pleurer, mais pour commencer. Jack s'agenouilla, frottant les oreilles de son compagnon. « C'est ça, garçon. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est à nous. » Les yeux dorés de Ranger brillèrent, pleins de la loyauté indicible qui avait porté Jack à travers les nuits les plus sombres. Ils s'approchèrent prudemment du porche. Une planche craqua bruyamment sous le poids de Jack, mais elle tint bon. Ranger trottina à ses côtés, reniflant chaque coin. La porte de la cabane était verrouillée, bien que le bois autour de la poignée semblât mou avec la pourriture. Jack ne la força pas. Il n'était pas encore prêt à faire face à l'intérieur. Au lieu de cela, il fit le tour par l'arrière. Ranger le suivait d'un pas rapide, sa queue fouettant les mauvaises herbes. Là, derrière la cabane, la forêt se pressait plus près, les branches se courbant au-dessus comme une cathédrale d'os et de feuilles. Jack s'affaissa sur une pierre près du mur arrière, sortant le papier de vente plié. Les mots se brouillaient devant ses yeux fatigués, mais la réalité s'enfonçait vivement en lui. 2 acres, une cabane, son nom sur l'acte. C'était à la fois tout et rien. Un empire de ruines, une chance de commencer. Il se frotta les tempes et leva les yeux pour voir Ranger se raidir. Les oreilles du chien se dressèrent droit devant, le poil se hérissant le long de son dos. Il gratta la terre près de la fondation du porche, gémissant, puis commença à creuser avec urgence. Jack se leva et s'accroupit à côté de lui, écartant des mottes de terre. Les griffes de Ranger raclèrent contre quelque chose d'ordonné. Jack écarta plus de terre et révéla le coin d'une bête métallique rouillée. Les bords rongés par le temps, sa surface recouverte de crasse. Pendant un moment, Jack se figea, le cœur battant, une boîte cachée sous les planchers de la cabane. Pourquoi avait-elle été laissée là? Il écarta plus de terre avec ses paumes rugueuses jusqu'à ce que la boîte soit visible. Un lourd rectangle marqué par la rouille, mais intact. Le loquet était scellé par la corrosion. Pourtant, sa présence seule suffisait à faire s'emballer l'esprit de Jack. Ranger émit un aboiement sec, presque triomphant, puis recula, la queue remuant. Les yeux du chien brillaient d'un mélange d'excitation et de défi, comme s'il savait que ce n'était pas une trouvaille ordinaire. Jack expira lentement, soulevant la boîte à 2 mains. Elle était plus lourde que prévu, le poids de secrets enfouis depuis longtemps. Il regarda à nouveau la cabane, son ossature affaissée et ses murs couverts de lierre, et sentit les poils se dresser sur sa nuque. Peut-être que Sarah avait raison après tout. Parfois, les endroits brisés renfermaient la possibilité de salut.
Il tint la boîte rouillée contre sa poitrine, Ranger se pressant près de lui et murmura dans le vent d'automne. « Voyons ce que tu as trouvé pour nous, garçon. » Le froid du tard après-midi s'intensifia alors que Jack transportait la boîte rouillée à l'intérieur de la cabane pour la première fois. La porte d'entrée avait cédé avec un gémissement lorsqu'il l'avait poussée, révélant une pièce baignée d'ombre et sentant la moisissure. La poussière flottait dans les rayons de lumière qui filtraient à travers les fissures des fenêtres obturées. Ranger trottina derrière lui, ses pattes craquant sur les débris, son nez frémissant à chaque odeur de négligence et de temps. Jack posa la boîte sur la table en bois bancal près de la cheminée, sa respiration devenant plus lourde que nécessaire pour un acte aussi simple. Pour un homme qui avait vécu des déploiements à l'étranger, qui avait vu des combats et des tempêtes dans le désert, il était étrange que le poids d'une vieille boîte puisse faire trembler ses mains. Il alla chercher un tournevis dans son sac de sport, un kit d'outils abîmés qu'il avait transporté d'une location à court terme à une autre. S'agenouillant près de la table, il fit levier sur le loquet, des flocons de rouille tombant comme de la poussière rouge sur le sol. Ranger était assis à proximité, sa large poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, ses yeux dorés fixés sur son maître. Le chien émit un faible gémissement, comme s'il savait lui aussi que la boîte contenait plus que de simples bibelots oubliés. Avec une dernière poussée, le loquet s'ouvrit dans un claquement, le son résonnant dans la cabane creuse. Jack souleva le couvercle. À l'intérieur, des couches de toile huilée et de papier l'accueillirent, leurs bords brunis et recourbés par l'âge. Il les écarta soigneusement, et sous l'emballage protecteur se trouvait un paquet de journaux reliés en cuir craquelé. Les couvertures étaient délavées, des initiales gravées faiblement sur l'une, HB. À côté d'eux se trouvaient plusieurs grandes feuilles pliées avec un soin précis. Le fin parchemin rigide mais intact, chacun couvert de lignes et de mesures formant des plans mécaniques complexes. Sous ceux-ci reposait une carte dessinée à la main, son encre délavée mais toujours lisible, parsemée de symboles étranges qui ne ressemblaient à rien des marquages d'arpentage du comté. La gorge de Jack se serra. Il passa un doigt sur la couverture du premier journal, presque révérencieux. Il l'ouvrit, et une bouffée de vieux papier monta dans l'air, âcre et moisi. L'écriture était soignée, délibérée, le genre d'écriture appartenant à quelqu'un d'éduqué et de discipliné. La première entrée qu'il parcourut était datée de mars 1962. La cabane est presque terminée, enfin, un endroit où je peux travailler en paix, loin des exigences du monde. Jack fronça les sourcils et tourna une autre page. Les entrées devenaient plus sombres en ton. Mes recherches sur l'énergie de résonance ont attiré une attention que je n'ai pas recherchée. Il la qualifie de dangereuse, d'inconnue, mais je connais le potentiel qu'elle porte. Ils sont venus encore cette semaine. Des costumes avec des sourires trop polis. Ils veulent des contrats, du contrôle. Je ne céderai pas. Le nom au bas de plusieurs entrées le frappa. Henry Blackwood. Jack expira. Le greffier du Condé avait mentionné ce nom en passant lorsqu'il avait signé l'acte. Un homme qui avait possédé la terre avant de disparaître il y a des décennies. Jack se renversa sur la chaise, fixant les journaux comme s'ils pouvaient prendre vie. Henry Blackwood n'était pas juste un reclus vivant dans une cabane reculée. Il travaillait sur quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il voulait cacher. Ranger se rapprocha, posant sa tête contre le genou de Jack. Jack lui gratta distraitement les oreilles, les yeux fixés sur un croquis dans le journal. Il montrait un appareil cylindrique soigneusement annoté, ne ressemblant à aucun moteur ou générateur qu'il ait jamais vu. Ses années en tant que mécanicien lui donnaient une certaine familiarité avec les circuits et les moteurs, mais ceci ressemblait à quelque chose qui le dépassait. Les mots en dessous disaient « Prototype d'amplification de résonance RES ». Il tourna une autre page. Il y avait des avertissements griffonnés dans les marges. Ils l'utiliseront comme une arme s'ils le prennent. L'énergie destinée à guérir, à la lumière, tordue en destruction. Je ne peux pas le permettre. Jack se renversa en arrière, les épaules lourdes. Il avait passé des mois à peine à survivre, se sentant impuissant contre le poids écrasant de la survie. Pourtant, ici, entre ses mains, se trouvaient peut-être les notes d'un homme qui avait percé des secrets que le monde n'était pas prêt à voir. La carte attira son attention ensuite. Elle était dessinée avec un détail méticuleux, montrant la clairière, la cabane, les bois environnants. Des symboles marquaient certains endroits. Un triangle près d'un ruisseau,
un cercle gravé sur le flanc de la colline, des carrés éparpillés plus loin. Des chiffres et des lettres annotaient les marges, peut-être des coordonnées ou des références à des pages de journaux. Jack traça les lignes d'encre avec son pouce. Quel que soit Henry Blackwood, il n'avait pas eu l'intention que son travail disparaisse sans laisser de traces. Il avait laissé des miettes de pain, peut-être dans l'espoir que quelqu'un finirait par les suivre. Ranger émit un grognement sourd, les oreilles dressées. Jack leva vivement les yeux, mais la cabane était vide, à part la poussière et les échos. Pourtant, il la sentit aussi. Ce picotement à la nuque, le sentiment qu'il n'était pas entièrement seul. Il reposa les papiers et se redressa, scrutant les ombres. Son regard s'attarda sur les étagères cassées près de la cheminée, les espaces entre les rondins, les fenêtres recouvertes de lierre. Rien ne bougeait, et pourtant le malaise persistait. Jack retourna à la table, se recentrant sur la solidité tactile des journaux. Il lut à voix haute doucement, sa voix rauque dans le silence. Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai échoué à terminer ce que j'ai commencé. Mais cela signifie aussi que vous pouvez continuer. Ne faites pas confiance à ceux qui viennent offrir richesse ou pouvoir. Ce travail n'appartient ni au gouvernement ni aux entreprises, mais aux gens qui le protégeront. Sa voix se brisa. Le souvenir de Sarah vint sans invitation. Sa douce conviction chaque fois qu'elle lui disait de continuer, de ne jamais abandonner son sens du bien, même quand le monde semblait impitoyable. Il ferma les yeux, serrant le livre, et à cet instant, il eut l'impression qu'elle était à ses côtés, murmurant à travers la poussière. Ranger pressa sa tête plus fort contre le genou de Jack, sa queue battant une fois. Le chien avait été le cadeau de Sarah pour lui lorsqu'il était rentré de son dernier déploiement. Juste un chiot à l'époque, avec des pattes trop grandes et des oreilles trop grandes pour sa tête. Tu auras besoin de quelqu'un pour te garder les pieds sur terre quand je ne serai plus là, avait-elle dit avec un sourire taquin. Ranger était devenu un animal puissant, tout en muscles et en intelligence, mais il portait toujours la même douce patience que Sarah y avait vue dès le début. Maintenant, alors que Jack fixait les notes de Henry, le regard calme de Ranger était un rappel qu'il n'était pas seul face à ce qui l'attendait. Jack étala les plans sur la table, les lestant avec des morceaux de plâtre tombés. Certains diagrammes ressemblaient à des bobines et des turbines. D'autres étaient plus abstraits, des cercles dans des cercles, des couches de symboles étranges mélangées à des chiffres. Il ne pouvait pas tout déchiffrer, mais une chose était claire. Ce n'était pas du bricolage. C'était méthodique, ambitieux, la poursuite d'une vie. Les journaux le confirmaient page après page. Henry Blackwood était un homme à la fois brillant et traqué. Ses mots portaient la paranoïa, mais pas sans raison. Mention des hommes du gouvernement qui venaient, des avertissements de collègues d'abandonner son travail, des nuits passées à écouter les voitures sur la route de gravier. Pourtant, à travers tout cela, il y avait une croyance inébranlable en ce qu'il construisait. Une source d'énergie plus propre et plus puissante que tout ce que le monde connaissait. Jack s'assit longtemps alors que le crépuscule tombait. La lumière dans la cabane diminuait en ombre. Ranger s'agitait nerveusement, le silence rompu seulement par le bruit des feuilles qui claquaient contre les fenêtres à l'extérieur. Jack rassembla les journaux, plia la carte et les remit dans la boîte. Sa poitrine était serrée, ses pensées en tempête. Il était devenu sans attendre plus qu'une cabane cassée où lui et son chien pourraient se débrouiller pour survivre. Au lieu de cela, il était tombé sur un secret enfoui depuis des décennies. Un secret qui pourrait valoir plus que de l'argent, plus que le toit au-dessus de sa tête. Il referma le couvercle de la boîte et murmura « Ce ne sont pas juste du papier, garçon. Cela pourrait tout changer. » Les oreilles de Ranger tressaillirent, son corps se pressant contre la jambe de Jack, comme pour faire écho à l'accord. Jack sut alors que le chemin devant eux n'était plus seulement une question de survie. Il s'agissait de découverte et peut-être, si le destin le permettait, de rédemption. La première nuit que Jack et Ranger passèrent à l'intérieur de la cabane fut agitée. Les journaux et les plans étaient dans la boîte en fer sur la table, mais Jack dormit à peine, rejoignant les mots de Henry Blackwood dans son esprit. Au matin, un fin brouillard avait envahi la clairière, enveloppant les arbres et adoucissant le soleil levant en un disque pâle. L'air était frais, humide, avec une odeur de terre et de feuilles en décomposition. Et pour la première fois depuis des mois, Jack se réveilla avec un étrange sentiment de but.
Ranger, déjà éveillé, était assis au pied de son lit de camp, les oreilles dressées et la queue battant légèrement quand Jack bougea, comme si le chien sentait que quelque chose d'important allait se produire. Jack sortit à nouveau la carte de la boîte et l'étudia à la lumière du matin. Les contours dessinés à la main du terrain étaient remarquablement précis, montrant la cabane, le ruisseau et plusieurs symboles étranges gravés à différents endroits. Une marque se détachait, un petit carré dessiné à l'intérieur du contour de la cheminée de la cabane. Jack jeta un coup d'œil à l'autre bout de la pièce vers le foyer en pierre, ses pierres noircies par la suie se dressant comme un sentinelle silencieux. Il se redressa, étira ses épaules raides et traversa la pièce. La cheminée était large mais obstruée par des débris, des cendres et un nid d'oiseaux abandonné il y a longtemps. Jack s'accroupit, passant ses doigts le long des pierres. Au début, cela semblait ordinaire, mais ensuite il remarqua qu'une pierre près du fond avait une surface plus lisse que les autres, comme si elle avait été touchée ou ajustée souvent. Il appuya dessus. Elle se déplaça légèrement sous sa main. Rangé émit un aboiement sec d'encouragement, la queue battant comme pour le pousser. Avec un grognement, Jack fit levier sur la pierre, et derrière elle se trouvait une étroite cavité. Son cœur s'accéléra alors qu'il tendait la main et sortait un paquet roulé enveloppé de toile cirée. Avec soin, il le déballa. À l'intérieur se trouvaient d'autres plans, chacun dessiné avec une précision méticuleuse. L'un était celui d'un appareil qui ressemblait à un générateur compact, mais avec des bobines spirales et des symboles qu'il ne reconnaissait pas. Une autre feuille montrait des schémas pour une chambre d'anneaux emboîtée annotée de calculs en écriture soignée. Glissé à côté des papiers se trouvait un petit objet métallique, un appareil cylindrique de la taille d'une lampe de poche en acier poli et finement gravé de marques. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, solide dans sa main et étrangement chaud malgré le froid dans la cabane. Jack s'assit sur ses talons, fixant l'objet. Il avait passé des années comme mécanicien, familier avec les moteurs, les engrenages et les circuits. Mais c'était différent. Sa surface ne présentait aucune couture, aucune vis, aucune fonction claire. C'était comme s'il avait été fabriqué avec des techniques au-delà de ce qu'il connaissait. Ranger le renifla, les oreilles en avant, puis émit un faible gémissement, comme s'il sentait son importance. Jack le remballa dans le tissu et le posa soigneusement sur la table, son esprit tourbillonnant de questions. Tenant toujours la carte, il remarqua un autre symbole, un triangle dessiné près du ruisseau derrière la cabane. Le brouillard dehors avait commencé à se dissiper, le soleil brillant sur les gouttes de rosée, et Jack décida de le suivre. « Viens, garçon », dit-il, et Ranger bondit avec empressement par la porte, ses ongles claquant sur le porche avant qu'il ne disparaisse dans les sous-bois. Ils suivirent un sentier étroit bordé de hautes fougères et de bouleaux dont les feuilles commençaient à devenir dorées. Le bruit de l'eau courante devint plus fort jusqu'à ce que les arbres s'ouvrent sur un petit ruisseau. Le courant étincelait à la lumière, serpentant autour des rochers et des branches tombées. Ranger était déjà au bord de l'eau, donnant des coups de patte sur quelque chose à moitié enfoui dans la mousse et les racines. Jack s'accroupit à côté de lui et écarta la verdure. Sous la mousse se trouvait un bloc de béton, rectangulaire et patiné. Sa surface craquelée mais intacte. Il passa sa main dessus et se figea. Gravé sur la face de la pierre se trouvait le même symbole étrange qui apparaissait sur la carte. Un cercle intersecté par 3 lignes rayonnant vers l'extérieur. Le pouls de Jack s'accéléra. Ce n'était pas un accident. Blackwood avait laissé cela délibérément. Ranger aboya à nouveau, donnant des coups de patte furieusement dans la terre à côté du bloc. Jack tomba à genoux, creusant avec ses mains. La terre était humide, collant à ses doigts, et bientôt quelque chose de métallique racla sa paume. Il tira plus fort jusqu'à ce qu'avec l'aide de Ranger, ils aient découvert un long objet cylindrique. D'environ 2 pieds de long, sa surface ternie, mais indubitablement fabriquée avec un but précis. Les extrémités étaient encapsulées avec des plaques gravées, et de faibles inscriptions couraient le long de son corps en gravures précises et soignées. Jack le souleva, brossant la boue du métal. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, comme le petit appareil de la cavité de la cheminée, mais celui-ci avait une aura indéniable d'importance. Ranger se tenait à ses côtés, la queue battant fort, les yeux fixés sur l'objet comme s'il s'agissait d'une proie qu'il avait acculée. Jack s'assit sur une bûche tombée, tenant le cylindre sur ses genoux,
Sa respiration se condensait dans l'air frais alors qu'il murmurait « Ce n'est pas juste de la ferraille ». Il voulait que quelqu'un trouve ça. Il se souvint des mots du journal. Pas les gouvernements, pas les entreprises, mais les gens qui la protégeront. La pensée lui noua l'estomac. Henry Blackwood n'avait pas caché son travail simplement pour s'échapper. Il l'avait préservé pour quelqu'un comme Jack ou quelqu'un avec la volonté de le découvrir. Alors qu'il examinait le cylindre, Jack réalisa que les inscriptions sur sa surface correspondaient aux symboles qu'il avait vus dans les plans. Ce n'était pas juste une pièce. C'était une partie d'un tout plus grand, une machine de quelque sorte. Il pouvait presque entendre la voix de Sarah dans sa tête, douce mais certaine. « Ne renonce pas. Tu trouveras un moyen. » Au moment où il ramena l'objet à la cabane, le soleil était haut dans le ciel, projetant une lumière chaude sur la clairière. Il le posa soigneusement à côté de la boîte de journaux et s'appuya lourdement contre la table, ses mains tremblantes. Ranger s'installa à ses pieds, le regardant avec une dévotion constante. Jack caressa distraitement les oreilles du chien, son esprit tourbillonnant de possibilités. La carte, les journaux, les compartiments cachés, rien de tout cela n'était une coïncidence. Il regarda autour de la cabane avec de nouveaux yeux. Le toit affaissé, les fenêtres fissurées, la poussière. Il ne semblait plus être des ruines. C'étaient des indices, des couches d'un puzzle laissé par un homme qui voulait que le travail de sa vie survive au-delà de lui. Jack sentit un feu s'allumer dans sa poitrine, plus fort que tout ce qu'il avait ressenti depuis des mois. Il n'était pas juste un squat dans une baraque oubliée. Il avait hérité d'un mystère, peut-être même d'un héritage valant des millions. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, le poids du désespoir se déplaça, remplacé par une lueur d'espoir. Il plaça ses deux mains sur le cylindre métallique, se recentrant sur sa solidité. « Henry, » murmura-t-il, « quoi que tu aies commencé, c'est peut-être à moi de le terminer. » Les oreilles de Ranger tressaillirent à sa voix, le chien poussant un doux aboiement d'accord. Jack se leva, regardant la forêt ensoleillée par la porte, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas osé ressentir depuis des années. Le but. Le troisième jour à la cabane, Jack ressentit le poids de l'épuisement et d'une étrange exhilaration. Il avait à peine mangé plus que des haricots en conserve et du café noir. Pourtant, son esprit tournait sans fin sur les découvertes des 2 jours passés. Les journaux, les plans, les appareils cachés comme des reliques d'une fois oubliées. Ranger sentit aussi le changement en lui. Sa loyauté inébranlable, mais son comportement plus vigilant, faisant le tour du périmètre de la clairière plus souvent, son nez constamment frémissant aux odeurs que Jack ne pouvait détecter. Ce matin-là, la brume montait épaisse du sol, brouillant les contours des bouleaux et des pins, donnant à la clairière une qualité d'un autre monde. Jack, manches retroussées, décida de faire ce qu'il avait évité jusqu'à présent. Commencer à nettoyer le hangar à moitié effondré qui se dressait de travers derrière la cabane. Le hangar était une petite structure en bois, son toit s'affaissant comme les épaules d'un homme fatigué, ses murs rapiécés avec des tôles martelées il y a des décennies. À l'intérieur, c'était le chaos. Outils rouillés, caisses cassées, bobines de fil et bâches en toile pourrie qui sentaient la moisissure. Jack commença à traîner les débris dans la clairière, chaque mouvement résonnant dans l'air humide. Ranger trottina à l'intérieur avec lui, reniflant curieusement parmi le désordre. À un moment donné, Ranger s'arrêta près du mur arrière. Ses griffes claquèrent contre le bois, produisant un son qui était faux. Pas la solidité terne du bois, mais une résonance creuse. Le chien pencha la tête, les oreilles dressées en avant, et donna à nouveau des coups de patte. Le son creux revint. Jack se figea, posant le vieux marteau qu'il tenait. Il s'approcha, passant sa main sur les planches. À première vue, le mur semblait solide, mais lorsqu'il appuya, un léger jeu suggérait le contraire. « Bon garçon », murmura Jack, frottant le cou de Ranger. Avec une détermination renouvelée, il alla chercher son pied de biche et le plaça contre la couture des planches murales. Le bois se fendit à contre-cœur, cédant par morceaux, jusqu'à ce qu'enfin un panneau se détache et tombe en cliquetant sur le sol de terre. Derrière lui, il y avait de l'obscurité, une étroite ouverture descendant vers le bas, encadrée de vieux bois, mais renforcée plus soigneusement que le reste du hangar. Le pouls de Jack s'accéléra. Il s'accroupit et dirigea sa lampe de poche dans l'ouverture. Des marches en bois descendaient dans l'ombre.
leurs bords usés par des années d'utilisation. Des mouches de poussière spiralaient dans le faisceau de lumière, dérangées par l'ouverture. Ranger gémit doucement, la queue remuant une fois, mais sa posture était tendue comme s'il savait qu'ils étaient au bord de quelque chose d'important. Prenant une respiration, Jack commença à descendre, Ranger le suivant de près, ses griffes claquant contre le bois. L'air devint plus frais à mesure qu'il descendait, teinté de l'odeur d'huile et de fer. Au fond, le passage étroit s'élargit en une chambre souterraine. Le souffle de Jack se bloqua. La pièce souterraine était plus grande que la cabane au-dessus. Les murs étaient recouverts d'étagères remplies de classeurs, de plans épinglés sous verre et de machines disposées avec précision. Certaines ressemblaient à des générateurs. D'autres étaient plus abstraites, leur forme trop complexe pour que Jack puisse les comprendre à première vue. Bobines de cuivre, ensemble d'aimants, tubes de verre contenant un liquide visqueux qui captait le faisceau de la lampe de poche avec une lueur étrange. Tout semblait vivant de but. La poussière recouvrait une grande partie, mais pas autant que Jack ne s'y attendait pour quelque chose d'abandonné. Au centre de la pièce se trouvait un établi. Des papiers étaient éparpillés dessus, certains recourbés sur les bords, mais d'autres étonnamment frais. Sur le banc se trouvait une tasse blanche ébréchée, un anneau brun de café séché sur son bord. À côté se trouvait un bloc-notes, la feuille du dessus remplie de calculs datant d'il y a seulement 3 semaines. Jack fixa, sa gorge se serrant. Celui qui avait travaillé ici n'était pas parti il y a longtemps. Ranger parcourait le périmètre du laboratoire, les oreilles pivotantes, son nez frôlant des boîtes empilées soigneusement dans un coin. Jack suivit son regard jusqu'à une armoire de classement contre le mur. Il la tira et la feuilleta, parcourant des dossiers marqués d'une écriture soignée. Journaux de tests de chambre d'énergie, résultats d'essais de résonance, approvisionnement en matériaux. La profondeur de tout cela le stupéfia. Ce n'étaient pas les divagations d'un reclus paranoïaque. C'était organisé, délibéré, le travail d'un homme convaincu d'avoir découvert quelque chose de révolutionnaire. Sur une autre table reposait un appareil qui bourdonnait faiblement, un bourdonnement grave comme le son d'une électricité lointaine. Il était compact, composé d'anneaux concentriques de métal poli, avec des fils serpentant vers une alimentation poreuse et abîmée, bourdonnant dans le coin. Jack s'approcha prudemment, son instinct de mécanicien combattant l'admiration. Les anneaux vibraient subtilement, un rythme qui semblait pulser d'une énergie cachée. Il tendit la main, puis s'arrêta, retirant de sa main. Il avait appris chez les Marines à ne jamais toucher d'explosifs inconnus. Et ceci, à sa manière, semblait tout aussi dangereux. Alors qu'il contournait le banc, sa lampe de poche capta un dossier posé à l'écart du reste. Il l'ouvrit et à l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des actes de propriété, des accords de fiducie et des formulaires notariés. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'il vit son propre nom écrit là, Jonathan Rohr, désigné comme successeur et bénéficiaire. Il agrippa le bord du banc pour se stabiliser. Comment son nom pouvait-il déjà être là? Ces papiers semblaient officiels, estampillés et datés, bien que l'encre semblât à peine fanée. Ranger gémit, pressant sa tête contre la jambe de Jack. Sentant la tempête d'émotions submerger son maître, Jack s'affaissa sur le tabouret près du banc, fixant les documents. Il se souvint à nouveau de Sarah, de ses yeux verts, de sa voix l'exhortant à ne jamais cesser d'avancer. Le destin avait-il vraiment tissé ce chemin? Ou Henry Blackwood était-il toujours en vie, observant, attendant? La présence de la tache de café fraîche dans des notes récentes fit frissonner Jack. Il n'était pas seul dans cet héritage. Quelqu'un avait préparé cet endroit pour lui. Quelqu'un qui connaissait son nom, ses échecs, ses luttes. Il regarda à nouveau l'appareil bourdonnant au centre de la pièce, son bourdonnement régulier remplissant le silence, et réalisa que ce dans quoi il était tombé était bien plus grand qu'une cabane cassée et un journal caché. C'était un héritage, un avec des règles déjà écrites et des attentes déjà placées sur lui. Il rassembla les papiers en un paquet, les remit soigneusement dans leur dossier et regarda autour de la pièce avec de nouveaux yeux. Ranger se tenait droit à ses côtés, la queue remuant lentement, les yeux brillants et prêts. Jack murmura, « Nous y sommes maintenant, garçon. Quoi que ce soit, c'est à nous de le porter. » Le bourdonnement de la machine s'approfondit légèrement, comme en signe d'accord. Le matin après la découverte de Jack dans le laboratoire caché était gris et humide.
Le genre de matin de fin d'automne où le brouillard s'accrochait au sol et transformait chaque tronc de pin en pilier, s'élevant dans le néant. Il avait à peine dormi. Les images de la machine bourdonnante, de la tache de café et des papiers légaux avec son propre nom continuaient de tourner dans son esprit. Ranger, loyal comme toujours, avait dormi légèrement aussi, levant parfois la tête au moindre son, comme s'il sentait l'inquiétude de son maître. Lorsque Jack sortit de la cabane pour aller chercher de l'eau au ruisseau, sa botte heurta une enveloppe posée soigneusement sur le seuil. Il se figea, le cœur battant, puis se pencha pour la ramasser. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, sans timbre ni adresse. Son nom, Jack Rahr, était écrit en lettres cursives soignées. À l'intérieur se trouvait une courte lettre rédigée d'une main élégante mais ferme. Rencontrez-moi au bord de la forêt, au coucher du soleil. Vous avez des questions, j'ai des réponses. HB. Les initiales le frappèrent plus fort que les mots. Henry Blackwood. Jack la lut 2 fois, puis 3 fois avant de la plier et de la glisser dans sa poche. Il murmura à Ranger. On dirait que nous ne sommes pas seuls dans ça, garçon. Ranger remua la queue, mais resta vigilant, les oreilles pivotant vers le bois silencieux. La journée s'écoula dans une attente tendue. Jack essaya de couper du bois, mais son esprit vagabonda. Il tenta de réparer la charnière desserrée de la porte de la cabane, mais ne fit que foirer la vis. Finalement, il abandonna, prépara du café noir et s'assit avec Ranger à ses pieds, la lettre à la main. En fin d'après-midi, le brouillard s'était levé, remplacé par une lumière dorée vive qui traversait les arbres en biais. Jack remit la lettre dans sa poche, glissa la bague de Sarah dans sa veste et commença la marche vers le bord de la forêt. Ranger trottinant silencieusement à ses côtés. Le sentier était tapissé d'égoulets de pin, étouffant leurs pas. L'air rempli de l'odeur fraîche de résine et de terre humide. À la clairière, Jack le vit. L'homme qui émergea de la ligne des arbres semblait plus vieux que le temps lui-même, mais il se portait avec une force tranquille. Henry Blackwood était grand et décharné, sa silhouette enveloppée dans un long manteau de laine de couleur ardoise. Ses cheveux, autrefois probablement noirs, étaient maintenant entièrement argentés, peignés soigneusement en arrière, bien que quelques mèches s'échappent dans la brise. Son visage était profondément ridé, mais pas de l'amertume. Plutôt des années de discipline, de pensée et de solitude. Ses yeux, vifs et étonnamment clairs, étaient d'un gris acier qui semblait capturer chaque détail à la fois. Il s'appuyait légèrement sur un bâton de marche en chêne poli, mais la façon dont ses mains le serraient suggérait qu'il le portait moins par nécessité que par habitude. Sa voix, quand il parlait, portait le léger raffinement d'un homme éduqué il y a longtemps, adouci par des années de silence. Monsieur Rahr et Ranger, Jack déglutit, s'avançant prudemment. Ranger se tenait prêt, le poil hérissé, mais sans grognement, comme incertain s'il devait défendre ou respecter. Henry se pencha légèrement, baissant le regard vers le berger allemand. Magnifique animal, murmura-t-il. Ligne forte, yeux ambre, loyal au-delà de la mesure. Il est la moitié de la raison pour laquelle vous êtes ici. Jack trouva sa voix. Vous avez laissé la lettre. Vous êtes ici à observer. Henry hocha la tête une fois. Pas toujours de près, mais toujours assez près. Cette cabane était ma maison, mon sanctuaire, mon fardeau, et je ne pouvais pas l'abandonner aux vautours. J'ai dû attendre pour choisir soigneusement qui hériterait de ses secrets. Et puis vous êtes apparu, un homme qui n'avait plus rien que son chien et son cran. Ils se tenaient face à face, le silence entre eux épais de questions non dites. Enfin, Jack demanda. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas la vendre, la détruire ou la garder enfermée pour toujours? Les yeux de Henry s'adoucirent, bien que sa voix restât ferme. Parce que j'étais traqué pour ce que j'ai construit. Il y a des décennies, je croyais dans la science ouverte, en la puissance de la connaissance pour guérir. Mais les gouvernements, les entreprises, il cracha le mot doucement, mais avec mépris. Ils ne voyaient que des armes, du profit, du contrôle. J'ai disparu parce que je ne leur donnerais pas ce qu'ils demandaient. Pendant des années, j'ai vécu avec des ombres dans mon dos. Mais un homme ne peut pas vivre éternellement. Alors j'ai attendu quelqu'un qui portait non pas la cupidité, mais le besoin. Quelqu'un qui comprenait la perte, la loyauté, le sacrifice. Je l'ai vu en vous, Jack, et en ce chien qui ne vous quitte jamais. Ranger, sentant son nom,
poussa la main de Jack comme pour sceller la vérité tacite. Henry s'approcha, son manteau frôlant la brume. Vous devez savoir, je vous teste depuis le moment où vous avez acheté cet endroit. Les documents que vous avez trouvés n'étaient pas un accident. Je les ai laissés là délibérément pour voir si vous les respecteriez ou les gaspilleriez, et vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Vous les avez portés avec soin comme s'ils avaient de l'importance, même avant de comprendre pourquoi. La gorge de Jack était serrée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, avec le poids de ce qu'il entendait. Qu'est-ce que vous m'offrez exactement? Le regard de Henry s'aiguisa, sa voix baissant à quelque chose de solennel et de lourd de finalité. Tout cela, les journaux, le laboratoire, les appareils, et plus encore, des fonds que j'ai mis de côté. 9 millions de dollars. Assez pour garantir que le travail puisse continuer sans être englouti par ceux qui le tordraient, mais ce n'est pas de la charité. C'est une responsabilité. Vous et Ranger serez des gardiens, pas des propriétaires. Vous devez le garder en sécurité. Et un jour, décider comment le monde pourra le recevoir. Les mots frappèrent Jack plus durement qu'aucun ordre de champ de bataille ne l'avait jamais fait. 9 millions de dollars. La somme était impensable pour un homme qui ne pouvait pas payer une chambre de motel la semaine suivante. Et pourtant, le ton de Henry ne laissait aucun doute. Ce n'était pas un cadeau à dépenser, mais un héritage à porter. Ranger aboya une fois, sec et autoritaire, rompant le silence. Le son sembla résonner dans la clairière comme un sceau du destin. Henry inclina la tête, les coins de ses lèvres se soulevant légèrement, presque un sourire. « Votre compagnon est d'accord. » Jack expira, sa voix mais résolue. « Si vous me confiez cela, je ne le gâcherai pas. Je le protégerai. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi vous me faites confiance pour quelque chose d'aussi grand. » Les yeux de Henry rencontrèrent les siens avec un calme constant. Parce qu'un homme qui a déjà tout perdu ne peut plus être acheté, et parce que parfois, Jack, il faut un soldat brisé et un chien fidèle pour porter l'espoir là où d'autres ne voient que le pouvoir de demeure. Le dernier rayon de soleil disparut derrière la ligne des arbres. La clairière baignait maintenant d'ombre. Henry tapota une fois sa canne sur le sol, définitif comme un marteau. Alors c'est réglé. Les inventions, la connaissance, les 9 millions de dollars, ils sont à vous maintenant. Utilisez-les sagement pour le monde, pas pour vous-même. Jack resta immobile, le poids du destin pesant sur sa poitrine. Ranger se pressa contre son flanc, chaud et solide, l'ancrant. Et bien que l'esprit de Jack tourbillonna de peur et de doute, une pensée résonna plus fort que les autres. Lui et Ranger avaient enfin de nouveau un but. 6 mois plus tard, l'hiver était venu et parti, et le printemps s'était installé sur Spokane comme une promesse tenue. La clairière où Jack se tenait autrefois, fixant une cabane en ruine, était maintenant vivante de mouvement et de but. Le porche affaissé avait été reconstruit, le toit réparé, les murs frottés de lierre et renforcés de bois. Les fenêtres brillaient non pas avec des lampes à pétrole ou l'électricité empruntée à un générateur, mais avec la lumière douce et constante des appareils que Henry Blackwood avait imaginés des décennies auparavant. Ce qui avait été un abri brisé servait maintenant de quartier général à la fondation Blackwood pour l'énergie propre. Jack Rohr avait changé aussi. L'ancien Marine qui portait autrefois seulement 90 $ dans son portefeuille et le chagrin dans sa poitrine, portait maintenant la responsabilité et la résolution. Sa large silhouette était toujours mince des années de discipline. Ses cheveux noirs courts portaient quelques lignes de gris de plus, mais ses yeux, autrefois ternis par la perte, avaient retrouvé un feu constant. Il portait des vêtements simples, une chemise de travail retroussée aux manches et un jean en denim éraflé aux genoux, car la plupart de ses journées se passaient dehors avec des équipes installant les prototypes de Henry dans les communautés voisines. À ses côtés, comme toujours, se trouvait Ranger, le berger allemand, dont le pelage sable brillait sous le soleil printanier. À 6 ans, Ranger était à son apogée. Fort et musclé avec des yeux ambre alertes, il était devenu plus qu'un compagnon pour Jack. Il était devenu le symbole de la fondation. Sa voix était imprimée sur des dépliants. Sa présence toujours remarquée lors des réunions communautaires. Les enfants l'adoraient, le serrant par le cou épais et criant, tandis qu'ils toléraient gentiment leur affection. Les villageois faisaient plus confiance au projet lorsqu'ils voyaient Ranger trotter fidèlement aux côtés de Jack. À l'intérieur de la cabane,
La transformation fut tout aussi profonde. La pièce principale, autrefois sombre et délabrée, avait été rénovée avec des planchers en pin chaleureux et des poutres robustes. À son cœur pendait une photographie de Sarah Rohr, la défunte femme de Jack, souriant dans une robe d'été, les cheveux auburn lâchés au vent. Le cadre reposait sous une lampe de plafond alimentée non pas par le réseau, mais par le système d'énergie propre et compact de Henry, un rappel constant que la lumière pouvait venir même après les moments les plus sombres. Henry Blackwood lui-même n'avait pas disparu après sa réapparition spectaculaire. Bien que frêle avec l'âge, sa grande silhouette maintenant légèrement courbée, il passait de nombreux jours à guider Jack à travers les complexités de transformer l'invention en pratique. Il portait de vieilles vestes en tweed et des bottes solides, ses cheveux argentés peignés avec un soin méticuleux, et bien que son visage fût ridé, ses yeux gris acier restaient vifs et calculateurs. Henry avait trouvé une joie tranquille à mentoriser, regardant Jack et Ranger assumer la responsabilité qu'il avait portée seul pendant des décennies. De nouveaux visages rejoignirent leurs efforts. Il y avait Emily Carter, une jeune ingénieure en électricité de Spokane aux cheveux blonds bouclés souvent attachés d'un chignon désordonné, des taches de rousseur sur le nez et une attitude pratique et sans fioriture. Elle travaillait auparavant pour une société d'utilité publique, mais s'était désillusionnée lorsque ses conceptions pour une énergie abordable avaient été mises de côté au profit de projets axés sur le profit. Rencontrer Jack avait ravivé sa foi en un but. Elle passait maintenant de longues nuits au laboratoire à souder, tester et affiner. Son optimisme était contagieux et elle devint rapidement l'épine dorsale technique de la fondation. Il y avait ensuite Miguel Torres, un charpentier local dans la cinquantaine, trapu avec des cheveux noirs, striés de blanc, et des mains calleuses endurcies par des décennies de travail. Il avait un rire chaleureux et un esprit généreux. Connu en ville pour réparer les porches et les toits des veuves sans rien demander en retour. Quand il entendit parler de la mission de Jack, il se porta volontaire sans hésitation, organisant des équipes de jeunes artisans pour aider à construire des remises, à installer des unités et à former d'autres personnes. L'annexe de la cabane devint un atelier, bourdonnant de sciure et de soudure, tandis qu'une deuxième dépendance servait de bureau à la fondation. Les 9 millions de dollars que Henry avait placés en fiducie leur permirent de fabriquer le premier lot d'unités d'énergie propre compactes. Au printemps, les installations avaient commencé dans de petites poches du comté de Spokane, des parcs à roulottes, des refuges d'églises et des maisons à la périphérie de la ville, où les résidents choisissaient souvent entre payer le chauffage ou la nourriture. La première fois que Jack vit un couple âgé allumer une lampe alimentée entièrement par l'invention de Henry, il sentit quelque chose changer en lui. La femme, Madame Fletcher, mince et courbée avec des cheveux blancs attachés en chignon, pleura doucement en voyant sa cuisine éclairée sans le bruit d'un générateur. Pour la première fois depuis 20 ans, je peux lire ma Bible sans bougie, dit-elle. Ranger pressa sa tête contre son genou comme s'il comprenait le poids du moment. Le bouche à oreille se répandit rapidement. Des demandes arrivèrent de quartiers en difficulté. Et bien que Jack sut qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde en même temps, la Fondation commença à établir un plan prudent. Petit, constant, durable. Henry insistait sur la prudence. La révolution, le rappelait-il, n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle commence par un murmure. Les soirées étaient le moment que Jack chérissait le plus. Après de longues journées à transporter de l'équipement, à rencontrer des familles et à gérer des équipes, il s'asseyait sur le porche reconstruit avec Ranger allongé à ses pieds, l'air sentant le pain et la terre fraîche. Henry se joignait souvent avec un thermos de thé et Emily apportait ses derniers croquis. Parfois, il parlait de l'avenir, s'étendant au-delà de Spokane, atteignant des réserves ou même des villages reculés en Alaska. D'autres fois, il parlait du passé, le rire de Sarah, les jours turbulents de Ranger comme chiot, les années de solitude de Henry. Jack avait grandi dans son rôle de leader. Il n'était plus l'homme serrant la bague de Sarah dans le désespoir. Maintenant, il la portait sur une chaîne autour de son cou, non pas comme une relique de chagrin, mais comme un symbole de promesse. Il lui avait promis une fois qu'il ne renoncerait pas, et bien qu'elle soit partie, il tenait enfin cette promesse. Le point culminant de ces 6 mois arriva par une soirée douce lorsque la Fondation célébra sa 10e installation réussie. Des familles se rassemblèrent dans la clairière à l'extérieur de la cabane.
Les enfants chassant Ranger sous des lanternes alimentées par les unités d'énergie propre elles-mêmes. Miguel rôtissait de la viande sur un feu de camp. Emily installa une exposition pour expliquer le fonctionnement des appareils. Et Henry prononça un bref discours, sa voix ferme malgré son âge. Il déclara que la lumière qui brillait de ces appareils était plus que de l'énergie. C'était la preuve que la connaissance, placée entre de bonnes mains, pouvait guérir les communautés plutôt que de les exploiter. Alors que les rires remplissaient de la nuit et que les lumières scintillaient dans les fenêtres à travers la clairière, Jack s'accroupit à côté de Ranger, lui grattant les oreilles. Ranger se pencha vers lui, les yeux ambres brillant à la lumière du feu. Jack murmura, la voix rauque de gratitude silencieuse. On a trouvé notre chez-nous, garçon. Et grâce à toi, beaucoup d'autres maisons sont éclairées aussi. Ranger donna un coup de queue, ferme et content, comme s'il savait depuis toujours. Le voyage qui avait commencé avec 90 $ froissés et le désespoir s'était déroulé pour devenir bien plus grand que ce que Jack aurait pu imaginer. La cabane n'était plus seulement un abri, c'était un phare. Ranger n'était plus seulement son chien, il était le cœur d'un mouvement. Et Jack lui-même n'était plus seulement un soldat brisé. Il était un bâtisseur, un gardien, un homme qui avait transformé la perte en lumière. Au final, le voyage de Jack et Ranger nous rappelle que même lorsque la vie semble brisée et sans espoir, il y a toujours une chance que la lumière perce. Ce qui avait commencé avec 90 $ et le désespoir s'est transformé en un foyer rempli de chaleur, de but et d'espoir pour beaucoup d'autres. Certains appellent cela une coïncidence. D'autres appellent cela le destin. Mais beaucoup d'entre nous savent que c'est un miracle silencieux. Le genre de bénédiction qui ne vient de Dieu que lorsque nous choisissons de ne pas abandonner. Chaque jour, nous sommes confrontés à des luttes qui nous font nous demander si nous pouvons continuer. Pourtant, tout comme Jack qui s'accrochait à son dernier soupçon de foi, Dieu peut transformer nos plus petits pas en le début de quelque chose d'extraordinaire. Parfois, ces miracles viennent par les gens. Parfois, par des compagnons loyaux comme Ranger, et parfois par le courage de faire un pas de plus lorsque le chemin devant nous semble sombre. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Laissez un commentaire ci-dessous et écrivez Amen si vous croyez que Dieu opère encore des miracles dans nos vies aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire d'espoir, de foi et de seconde chance. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et que vous trouviez toujours la lumière dans les moments où la vie semble la plus difficile.